Gaia Connect est la porte d'entrée vers les métiers à impact en provoquant les rencontres qui changeront ta vie. Un collectif de centaines de bénévoles experts de l'impact, parmi lesquels ceux qui te sont le plus utiles t'offriront de leur temps et de leur expérience pour faire avancer tes projets. Tu rencontreras 5 mentors bénévoles, dont l'expérience correspond à tes besoins, questionnements pour un café virtuel d'1 heure avec chacun. Tu intégreras par la suite une communauté soudée dont le réseau compte des centaines d'acteurs de l'impact. Si cela t'intéresse, tu retrouveras un lien d'inscription dans la description de l'épisode, ainsi que sur mon compte Instagram, évidemment. Et sache que je suis moi-même mentor. Bonjour, je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leurs combats, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. Complètement, une histoire d'équilibre aussi pour soi-même. Moi, tu vois, je suis peut-être allée un petit peu loin dans ma déconnexion avec la façon dont la société fonctionne. Et je suis en train d'y revenir un peu parce que je me suis rendu compte que c'était trop d'inconfort pour moi. En fait, ma joie risquait de diminuer. C'est fou, hein. À être moins destructeur de la planète, j'en venais à diminuer un peu ma joie parce que c'était un peu trop dur de me sentir en dehors. C'est aussi important dans l'équilibre pour moi que de ne pas être un ovni dans le monde dans lequel j'évolue. La chose que j'ai comprise, un peu tardivement, c'est que l'alignement, il est très bref. À chaque fois que tu arrives à un point d'équilibre, d'alignement, il y a des facteurs extérieurs ou intérieurs qui viennent te déséquilibrer. Et donc la vie est une recherche constante d'équilibre qui se déséquilibre, quoi. Et moi, je crois que j'ai peut-être cette vanité de toujours penser que je suis arrivée mais au summum de ma maturité, de ma compréhension du monde. Et que là, j'ai trouvé le truc parfait. Ça va plus bouger. Puis évidemment, c'est jamais le cas. Marion, c'est une recherche d'équilibre dans son lien avec elle-même, son entourage, les ciboulettes entreprises et associations, vie perso et pro. Parfois, il y a des couacs, mais elle choisit toujours la vie dans ses décisions du quotidien. Comment faire moins pour prendre soin de soi quand on se sent utile ? Est-ce si fou de parler d'émotions en entreprise ? Qu'est-ce que l'écologie relationnelle ? Pour le découvrir, je te laisse en compagnie de Marion. Bonjour Marion. Bonjour Amélie. Je suis ravie de t'avoir sur mon podcast aujourd'hui et comme d'habitude, je vais te poser la première question, c'est comment vas-tu si je te parle d'écologie ? Je vais doucement si tu me parles d'écologie, en réalité. Je continue de suivre l'actualité chaque jour, alors avec un seul média, Le Monde. Voilà, j'ai réduit mon exposition aux médias pour aussi réduire mon éco-anxiété. Mais oui, je vais doucement parce que je vois que l'inaction est encore beaucoup trop présente à tous les niveaux et évidemment, notamment en tant que maman, ça m'inquiète. Et comment, toi, tu te présenterais sous le prisme de l'écologie ? Quel a été ton chemin ? Comment t'es arrivée à l'écologie ? Waouh! Alors sous le prisme de l'écologie, je dirais que moi, l'écologie qui a été ma première découverte, c'est l'écologie relationnelle. Donc j'ai commencé à m'éveiller à l'écologie par l'envie de travailler en cercle plutôt qu'en pyramide. Ce qui fait que je me suis formée avec notamment l'Université du Nou, il y a déjà quelques années, à la gouvernance partagée, que j'ai commencé à mettre en place et à tester dans mes équipes quand j'étais encore manager dans des startups. Et puis en fait, naturellement, en lisant les exemples de ceux qui sont déjà passés par là, bien avant moi, j'ai commencé à m'éveiller à l'économie circulaire. J'ai travaillé au Bon Coin aussi, donc l'économie du don, du prêt, du partage a été quelque chose que j'ai beaucoup creusé quand je m'occupais de la stratégie là-bas. Et du coup, je suis venue à l'écologie environnementale ensuite. Voilà, donc je suis, je dirais, une écologiste plutôt humaniste à la base
Et maintenant, bah, de plus en plus effectivement, familière et touchée par les sujets environnementaux. Et j'ai mis du coup longtemps avant d'adapter ma vie pour qu'elle soit plus sobre et plus respectueuse de l'environnement parce que j'ai eu ce déclic plus tardivement que le premier. Donc tu as eu 2 déclics. Le premier, ça a été l'écologie relationnelle et après plus en lien avec le réchauffement climatique, c'est ça? Ouais, le dérèglement climatique ou tous les impacts sur l'environnement, tu vois? Que ce soit l'eau, la biodiversité, et cetera. Ça, c'est venu beaucoup plus tard et c'est venu effectivement de gens comme Emmanuel Druon, le patron de Pocheco, que j'ai commencé à lire pour m'intéresser à ces formes de gouvernance partagée qu'il avait mises en place dans son entreprise. Et puis ensuite, j'ai lu ce qu'il avait écrit sur l'économie circulaire et comment il avait adapté son entreprise de fabrication d'enveloppes aux défis environnementaux. De là, bah, j'étais tombée dans la collection Actes Sud, donc j'ai continué. Et puis j'ai suivi beaucoup de Colibri et notamment une conférence de Cyril Dion m'a beaucoup marquée, je pense en 2017, où j'ai lu dans ses yeux que c'était grave. Et à la suite de ça, bah, j'ai commencé à lire Pablo Servigne, à connaître Jean Covici, puis Arthur Keller aussi. Donc j'ai découvert la pensée systémique et j'ai pris conscience, voilà, de l'enjeu, du sujet et du défi. Qu'est-ce que c'est exactement l'écologie relationnelle? Ah ah! Pour moi, l'écologie, c'est une question de cercle et donc l'écologie, relationnelle, ça veut dire, comment est-ce que, bah, en cercle, tout le monde va trouver sa place, chacun les uns à côté des autres, en complémentarité, sans que personne domine quelqu'un d'autre. Et c'est exactement le même sujet côté environnement, en fait. Si l'homme s'intègre dans ce cercle vivant, en ne pensant pas qu'il domine les autres éléments, en fait, tout va mieux puisque du coup, l'utilisation des ressources sera bien plus intelligente, bien plus pertinente, bien plus efficace. On arrêtera de tout piller en pensant qu'on est au-dessus. C'est exactement la même chose, l'écologie relationnelle. C'est juste adapté à des cadres différents. Voilà. Mais en fait, c'est amener ce cercle en entreprise, c'est ça? Très concrètement, ça veut dire, avoir par exemple, un organigramme qui ne ressemble pas à une pyramide, mais plutôt quelque chose qui ressemble à des cercles où chacun a un Mmh. rôle, une responsabilité, des tâches, mais, chaque tâche et chaque rôle, servent une mission globale et il y a personne qui est au-dessus de personne. C'est simplement des rôles différents. Ça passe par là, ça passe aussi par travailler la coopération, la confiance dans les équipes et je pense peut-être un peu l'amour de ses collègues. Ah, c'est chouette, parce que je trouve que ça manque d'amour entre les collègues, moi. Enfin, en tout Ah cas, dans ouais. mes anciennes entreprises, c'était ce que j'ai essayé d'amener dans mon équipe, mais je voyais bien qu'après, en dehors de mon équipe où j'arrivais à avoir mis ça en place, c'était pas du tout le cas et des fois, on se sentait un peu, déconnectés du reste de l'entreprise parce qu'on avait notre petit cercle, ouais, voilà, c'est ça, on revient sur le mot, cercle, rond, on avait notre petit cercle à nous et puis dès qu'il fallait parler avec les autres équipes ou chez eux, ça s'entendait pas, on avait vraiment la sensation d'être complètement en décalage, quoi. Ouais. Ça s'entend pas ou en tout cas ça fonctionne différemment et c'est vrai que moi je suis pas Mmh. hyper à l'aise avec, les environnements de compétition. C'est pas je me sens pas bien dans des environnements, comme ceux-là. Pourtant j'ai fait du conseil en stratégie dans un gros cabinet américain et cetera, mais c'est pas mon domaine naturel de d'aisance, quoi. Et c'est vrai que quand j'étais, bah, par exemple manager, au Bon Coin, on se le rappelait hier avec une ancienne collègue avec qui je déjeunais. On avait créé vraiment quelque chose de chouette. On avait plaisir à se retrouver tous les jours, C'était, ouais, j'ai un peu la nostalgie de ça parfois. Est-ce que dans l'écologie relationnelle, puisque tu dis c'est aussi remettre de l'amour, est-ce que c'est aussi redonner la place aux émotions, mais dans toutes les émotions qui peuvent exister? Oui, alors redonner la place aux émotions, je dirais quand tu descends encore d'un cran qui est une autre écologie, qui est plutôt une écologie, je dirais, personnelle, OK. que j'adore aborder. C'est quelque chose aussi que j'ai développé au Ciboulette, tu vois? Le prendre soin de soi, des autres et de la planète. Il y avait vraiment ces 3 niveaux et donc Mmh. l'écologie plus, personnelle pour moi, c'est effectivement savoir un peu utiliser les bases de la CNV, donc communication non violente. Donc je sais Mmh. reconnaître en moi les émotions, je sais les exprimer, je sais observer du coup, en moi et chez les autres, je sais formuler un besoin, formuler une demande. Et évidemment, l'écologie, personnelle sert ensuite beaucoup dans un groupe pour que l'écologie relationnelle, fonctionne. C'est sûr. OK. Non, parce que moi, je trouvais que c'était ce qui m'avait manqué dans l'ancienne entreprise. En fait, ça me parle ce que tu viens de dire avec les émotions et cetera.
parce que j'avais utilisé, le mot colère une fois, lors d'un échange avec, mon manager et ça me l'avait été reproché, comme quoi, la colère Oh n'avait là là. rien à faire dans le milieu du travail et j'avais eu, 3 Alors réunions pour me parler du mot colère. c'est dingue. Ouais. Ouais. Bah, ouais, en fait, quelqu'un qui est en colère, c'est quelqu'un qui pose ses limites. Dans une entreprise où on n'a pas très Mmh. envie que les collaborateurs aient leurs propres limites, ça peut être, questionnant. Après, franchement, aucun des adultes en France n'est à peu près enfin, aucun des adultes, peu d'adultes, disons, sont formés et prêts à parler des émotions, tu vois? Je vois la différence, par exemple, entre moi, j'ai une fille qui a 3 ans et ma mère. Un jour, j'étais vraiment très triste, je pleurais à chaudes larmes et ma mère essayait de rationaliser le truc et ma fille de 3 ans a dit: «Mais elle est triste, elle a besoin d'un câlin». Bon, bah, voilà, quoi. Elle a tout compris Ouais. et tu vois, pour moi, inentendable, enfin, voilà, on est Mmh. triste, il faut réagir comme ça pour accueillir l'émotion, la calmer avant de passer à autre chose. Ouais, ouais et effectivement, bah, je pense qu'effectivement, savoir dire quand j'anime des ateliers collaboratifs en intelligence collective, je pose toujours le cadre. Il y a un truc qui est jamais dit et que je rajoute toujours, c'est parler en son jeu, pour Mmh. éviter, déjà les généralités, qui sont fausses et puis, bah, pour pouvoir, aborder le sujet des émotions, en fait, et c'est vrai que ben, c'est vrai que si tout le monde avait accès à ça, à ses propres émotions et à la possibilité de le dire, ben, je pense que l'écologie relationnelle en entreprise ou autre, enfin dans la société et l'écologie environnementale serait facilitée. Et toi, cette écologie relationnelle, tu l'as fait que dans le cadre de l'entreprise ou tu le fais aussi, auprès de particuliers ou de famille ou d'amis, je sais pas moi? Non, alors, je haute enfin, j'interviens sur les 3 niveaux du coup, hein, personnel, relationnel et environnemental. Sur la partie, personnelle, je garde ça dans un système qui est toujours très professionnel. Je me verrais pas du tout être, psychologue ou quoi, et donc, par exemple, j'accompagne les gens avec des bilans de compétences pour ceux qui ont envie de plus de sens, d'énergie, de joie, hein, dans leur quotidien. Je fais parfois des formations, par exemple, à la création d'entreprises engagées, donc au niveau vraiment individuel. Et là, on part toujours de l'individu, donc on repart de cette écologie plus personnelle. L'écologie relationnelle, non, je l'aborde concrètement que dans le domaine de l'entreprise et d'ailleurs, parfois quand je dois me l'appliquer à moi-même, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Ouais, on est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Mmh. Et ouais, je reste dans ce domaine-là. Je reste dans ce domaine-là. Après, tu vois, j'ai des groupes d'amis avec qui je partage ces valeurs et cette, compréhension du monde, cette vision du monde et avec lesquels, du coup, c'est vrai que les choses sont tellement fluides. Je pense à tous mes amis du Bon Coin, on a ce relationnel-là assez magique sans lutte de pouvoir. Mmh. Et donc tu fais ça sous le cadre des ciboulettes, c'est ça? Ouais, complètement. Donc qu'est-ce que c'est que les ciboulettes? Je dirais que les ciboulettes, c'est déjà, c'est 2 structures. C'est une entreprise qui a choisi d'intervenir sur les domaines, bah, de l'écologie environnementale et de l'écologie relationnelle, de la coopération, la confiance, de l'efficacité en entreprise, en proposant des formations, des séminaires, des ateliers, de l'accompagnement. Et puis, c'est aussi une association qui, elle, œuvre sur le territoire sur lequel, je suis, donc c'est le territoire de Chelles, en Seine-et-Marne. Et cette association, elle propose d'expérimenter des activités écologiques dans la joie et la bonne humeur. Et pour faire vivre tout ça, j'avais envie que ce soit ancré dans un lieu. Et donc, il y a un lieu, un tiers-lieu, qui est le tiers-lieu des Ciboulettes, qui se partage entre, en gros, l'entreprise la semaine et puis, les soirs et week-ends et lundis, l'association, qui prend le relais pour faire vivre le projet de territoire. Et la spécificité, c'est qu'on est dans une gare. Donc, je sais pas si on entend derrière moi, mais là, Non. typiquement, il y a un train qui passe au-dessus de ma tête. Voilà. On est dans la gare de Chelles, puisque c'est un partenariat avec la SNCF qui a permis ça. Et donc, pour moi, ce lieu, c'est vraiment un lieu d'expérimentation et d'innovation. J'adore toutes les méthodos d'intelligence collective, d'apprentissage. Je suis très passionnée par les découvertes dans les neurosciences, et cetera. Et donc, j'y teste des façons de sensibiliser, de réunir, de fédérer. Et bah, je le fais bien sûr en dehors de ce lieu-là aussi, mais c'est un bon petit laboratoire pour moi. Mmh. Et ça fait combien de temps que ça existe maintenant? On a signé le contrat il y a presque 5 ans, donc ça va faire 4 ans et demi, une fois les travaux faits, quoi. Et ça a tout de suite bien fonctionné ou il y a eu un temps un petit peu avant que les gens
viennent vers toi, comprennent ce que tu proposais, et cetera? Alors oui et non. Oui, ça a assez bien, fonctionné tout de suite parce qu'on avait vraiment pris le temps pendant toute la phase, préliminaire de travaux et cetera, d'aller au contact de la population, des citoyens pour, les interroger sur ce qu'ils avaient envie de voir dans ce lieu dédié à l'écologie et donc, quand on a ouvert, il y avait beaucoup de gens qui attendaient depuis un bon moment qu'on ouvre nos portes. Donc, oui, ça a assez vite pris. Non, pour 2 raisons. La première, c'est que 3-4 mois après l'ouverture, il y a eu le covid et puisqu'on a ouvert en novembre 2019 et donc on a fermé nos portes pendant, de nombreux mois et deuxième raison pour laquelle je dirais non, ça a pas bien fonctionné tout de suite, c'est que d'un point de vue financier, en fait, parce que, il y a un équilibre quand même à trouver pour que le lieu soit pérenne et moi, en fait, j'ai eu envie de d'abord développer l'association. C'était vraiment mon cœur, j'avais envie de faire vivre ce lieu d'expérimentation, de solidarité sur le territoire et donc comme j'ai été enceinte aussi en même moment que j'ouvrais les ciboulettes, je me suis occupée de l'association et de mon bébé et je me suis dit: les entreprises, on verra plus tard» et donc au bout de 2 ans, enfin 1 an et demi, 2 ans, il y a eu quand même un gros point d'interrogation sur la survie, financière, hein, du lieu quoi, parce que, j'avais pas encore très bien développé la partie, accompagnement, formation, séminaire d'entreprise. Et comment tu l'as vécu, ce moment de point d'interrogation? Franchement, assez bien. Mon conjoint, il était effondré, il disait: «Mais non, mais tu peux pas être sereine sur le fait que ça va peut-être s'arrêter et cetera» et moi je disais: «Mais en fait complètement» parce que pour moi c'est un lieu d'expérimentation, avec un modèle double, avec une entreprise qui finance une asso et cetera et je veux essayer de montrer j'ai envie d'essayer d'expérimenter des modèles pour voir comment les choses peuvent fonctionner autrement, en local, en petit, sur des territoires et cetera et si ça marche pas, c'est que j'ai pas trouvé le bon truc et en fait, c'est pas grave, je ferai autre chose après, j'expérimenterai différemment. Donc bien sûr, hein, ça m'aurait affecté, hein, je suis pas complètement détachée du truc, j'aurais eu bien sûr un deuil à faire et tout, mais j'étais assez à l'aise avec le fait que ça puisse s'arrêter. Puis, en fait, non, ça s'est pas du tout arrêté. Mmh. Et ça s'est pas du tout arrêté et même au point où dernièrement ça a été un petit peu plus compliqué. Ouais, ouais, exactement, parce que en fait, gérer la maison, plus une entreprise, plus une asso, avec l'exigence qui est la mienne et le niveau d'engagement que je me mets toute seule, hein, c'est chaud. Et en plus de ça, tu vois, je t'ai parlé de ces 3 niveaux, personnel, relationnel, environnemental. En fait, comme tout m'intéresse, moi, je suis allée dans les 3. Et donc, tu vois, ce que je te disais, donc à la fois, tu vois, je suis animatrice de la fresque du climat, de l'atelier d'automne, j'ai créé plein de formats de conférences sur le climat. Là, je redémarre une formation sur la coopération de gouvernance partagée avec l'université du Nou pour, vraiment re-questionner ma pratique, aller plus loin dans ma pratique de créer de la coopération, de plaisir, de l'efficacité dans les équipes en entreprise. Et puis en même temps, je me suis formée à l'accompagnement bilan de compétences. En fait, j'ai pas choisi, j'ai pas tellement fait de choix, je suis allée sur tous les fronts, j'étais partout et il y a un moment, en fait, j'ai oublié que j'étais comme la planète, j'avais mes propres limites et donc clairement, c'est la surchauffe, hein, au bout d'un moment et la surchauffe, c'est aussi la perte de plaisir et là, je me suis dit: «C'est pas possible», en fait, pour moi, les ciboulettes, c'était un projet, vraiment très de joie et donc je peux pas, perdre le plaisir. Et tu t'en es vite rendu compte que tu avais perdu le plaisir ou ça a été assez long? En fait, il y a quand même toujours des plaisirs, donc j'ai pas perdu tous les plaisirs. Donc enfin, voilà, typiquement, il y a plein de moments, d'événements, de l'asso ou de l'entreprise qui me mettent super en joie. Je pense, tu vois, quand on fait les brunchs, par exemple, aux ciboulettes, donc là, c'est en pause en ce moment, mais 3-4 fois par an, on se retrouvait pour faire un brunch entièrement végétal avec des familles. Il faut imaginer plein d'enfants qui courent et tout ça, trop mignon, des parents qui se régalent, tout le monde qui découvre et qui, prend plaisir à manger entièrement végétal, quoi. Et ça, c'est des gros moments de joie pour moi. Vraiment, quand j'entends des gens dire: «J'aurais pas pensé que ça pouvait être aussi beau, aussi bon, aussi complet que je me dis: «C'est gagné». Là, vraiment, la preuve par l'exemple, génial. Mais pour autant, j'ai morflé les 3 jours avant à tout organiser et tout ça parce que je suis quand même pas chef de de formation, j'ai encadré des bénévoles qui venaient cuisiner avec moi, donc je fais un travail de dingue, quoi.
bénévolement et donc tu vois, j'ai eu plein de joies qui ont parsemé ça, mais je dirais qu'il y a eu une année là, ça fait 1 an que je dis: «Attention, c'est trop. Je sens que c'est Mmh. trop, il faut repenser la gouvernance, ça fonctionne pas», au moins du côté de l'asso où, Mmh. du coup, j'ai beaucoup porté de charge bénévole en plus, voilà. Donc ouais, j'ai mis du temps en vrai avant de vraiment mettre le doigt, enfin d'oser regarder ou de pouvoir regarder. Ouais et puis, donc au téléphone quand on s'est eu, on a parlé du mot du burn-out des militants, enfin écologiques aussi et en fait, c'est quelque chose où on n'en parle pas non plus beaucoup, alors que toi tu l'as vécu complètement, quoi. Ouais, alors je suis pas allée vraiment au bout d'un burn-out, je me suis arrêtée avant, mais néanmoins, j'étais quand même dans un état d'épuisement assez grand en janvier quand j'ai craqué, hein, lors de l'assemblée générale des adhérents. J'ai présenté le bilan qui était canon et puis, ben, Mmh. à la fin, j'ai présenté, ben, les problèmes de gouvernance qui étaient que le succès reposait sur mon épuisement et je me suis effondrée à ce moment-là, en larmes devant tout le monde. Donc c'est que l'épuisement était quand même là. Et effectivement, quand on a un lieu comme ça où tous les gens vous disent: «Mais ici, je me sens vraiment bien, c'est vraiment utile ce que vous faites», ben, on se donne pas le droit d'arrêter. Mmh. Et clairement, chez nous, l'organisation était dysfonctionnelle, on faisait trop par rapport aux ressources qu'on avait. Et même sujet que l'environnement, hein. Enfin, tu vois, Mmh. on respecte pas le niveau de ressources qui est le nôtre, qui est à notre disposition. C'est compliqué effectivement quand en plus, tu vois que tu es socialement utile. C'est peut-être encore plus compliqué de s'arrêter et de poser ses propres limites. Franchement, j'en connais quand même beaucoup des entrepreneurs sociaux qui ont côtoyé le burn-out ou qui vraiment ont même plongé dedans complètement, ouais. Et donc il y a un hashtag génial qui est «Paye ton burn-out militant» qui a été, je crois, qui avait été inventé par, 2 filles super qui avaient créé une ligne d'écoute pour les femmes, je crois que c'était ça et qui avait fini par être épuisée. Mmh. Est-ce que tu penses que si tu as pu, te rendre compte aussi vite de ce qui se passait, c'est parce que déjà, tu travailles sur ton écologie intérieure depuis déjà un petit moment? Franchement, je veux pas m'accabler en plus, mais j'ai mis 1 an pour m'en rendre compte. Je dirais pas que c'est super rapide. Je dirais plutôt que j'ai été une non, non, je dirais plutôt que j'ai été une super mauvaise élève, en réalité. C'est-à-dire que, jusqu'à il y a peu, tous les dimanches soirs, tu vois, je donnais un cours de yoga très lent pour ralentir, se poser et cetera, de yin ou restorative yoga et clairement, ce que je partageais était l'inverse de ce que j'ai fait pour moi-même. Donc après, Mmh. je comprends complètement, enfin voilà, je me flagelle pas non plus, mais non, j'ai pas été une super bonne élève, quoi. En revanche, je pense que mes expériences passées et cetera font que ça m'a quand même permis d'un moment dire stop, de prendre en compte la gravité de la situation et de réagir, ben, avant que ce soit trop tard, quoi, hein, pour réaménager mon temps, les activités de l'association, et cetera. Et tu disais que c'était dur de t'arrêter parce que tu te rendais compte que ce que tu faisais t'était utile et que, bah, les gens ils appréciaient ce que tu faisais, ils adoraient le lieu et donc tu te voyais pas, bah, arrêter alors que c'était aussi utile. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu aussi, bah, enfin, quand même l'envie de enfin, une sorte de ras-le-bol de l'écologie, quoi? Parce qu'en mode, «Je sais que c'est important, je sais que je suis utile Ouais, là-dedans, mais là j'en peux plus, quoi». ouais. En fait, j'ai eu ça et pour moi, c'était des symptômes que j'étais allée trop loin. Donc, à Mmh. Noël, j'ai dit à maman: «Maman, je crois que je suis en train de devenir de droite». Elle m'a dit: «Ah bon?» et j'ai dit: «Oui, oui, là, clairement, en fait, je refuse d'être bénévole sur quoi que ce soit, j'en ai marre de l'écologie, j'en ai marre des injonctions parfait, je sais pas quoi, je supporte plus qu'on me dise: "Ah, mais tu sais, tu pourrais quand même t'améliorer là-dessus ou là-dessus"». Et en fait, maintenant avec quelques mois de recul et vraiment, du coup du repos qui m'a été super, bénéfique quoi, ben, je peux voir que c'était un signal j'ai pas assez écouté mes besoins, Mmh. j'ai pas assez écouté mes limites et donc co une certaine colère, hein, qui repose les limites à leur juste emplacement. Donc voilà et et c'est vrai que des petites réflexions du genre: «Ah, c'est pas tout végétal, c'est pas tout vegan, là, tu as mis un peu de fromage». Ouais, bah, ouais, écoute, j'ai mis un peu de fromage, je crois que c'est OK, hein. Mmh. Me sortait par les trous de nez, on peut le dire comme ça. Mmh. Mmh.
Est-ce que, bah, toi, tu croises beaucoup de gens aussi? Est-ce que parce que là, tu en parles un petit peu, est-ce que tu as cette sensation que en tant que, bah, écolo ou les personnes qui essayent en tout cas de mettre de l'écologie dans leur vie, il faut aux yeux des gens, faut toujours qu'on soit parfait? Ah bah, bien sûr. C'est, Camille Etienne, qui je trouve est tellement un bon exemple pour ça parce qu'elle se fait toujours, elle le dit vachement, elle se fait toujours, rattraper sur: «Ah oui, mais vous avez un iPhone». En fait, franchement, être écolo, c'est-à-dire, vraiment respecter les limites planétaires en France aujourd'hui, moi je trouve que c'est être un carré dans un rond, c'est hyper compliqué. Donc j'essaye au max d'avoir beaucoup d'empathie pour tous ceux pour qui c'est difficile. Je crois qu'on n'a pas tous le même niveau de choix. Je suis plus exigeante avec les Mmh. gens comme moi qui ont, tu vois, fait des grandes écoles et tout et qui ont, je pense, beaucoup plus le choix que d'autres. Mais ouais, ouais, c'est super difficile, on attend toujours, la perfection, et moi je pense que ces moteurs-là sont pas les bons moteurs. La culpabilité, la recherche de perfection, ça fait perdre de vue les bons enjeux, les bons mécanismes, qui peuvent être, la joie, l'envie de construire un projet de société. Je pense qu'aussi, le fait de dresser les individus les uns contre les autres, ça fait oublier qu'on a une inaction politique qui est quand même invraisemblable, et je pense qu'on a besoin d'être tous justement en coopération et très solidaires pour affronter ces défis des années à venir. Surtout pas de créer des clans et de se bastonner entre individus. Ouais. Mmh. Et en plus de ça, je trouve que, tu vois, ça va mettre aussi 2 clans, même au sein des écolos, dans le sens où toi et moi, par exemple, on est alignés avec ce qu'on fait et nous entendre quelqu'un nous dire: «Bon, on n'est pas parfait», à part dans les moments où ça va vraiment pas, bah, on le sait, ça nous passe au-dessus, on passe à autre chose, on peut répondre et cetera, même s'il y a des moments qui sont plus tendus que d'autres. Mais par contre, moi, je croise aussi des personnes qui, en fait, se sentent pas légitimes de dire qu'ils sont écolos, qui préfèrent le taire et qui sont pas bien parce qu'en fait, ils ont tellement peur qu'on leur mette dans la figure: «Vous êtes pas parfait», qu'en fait, à la fin, bah, ils vont pas du tout en parler et ils vont être dans un mal-être. Et en fait, rien que par rapport à ça, en fin de compte, je trouve ça dommage. On est en train d'enlever une légitimité à certains pour parler d'écologie juste parce que, bah, au niveau, je sais rien, bah, ils ont encore une voiture à essence, quoi. Et en fait, c'est des mini trucs et en fait, pour eux, bah, vu que je suis pas parfait, bah, je peux pas en parler. Ouais. Alors je te conseille, je sais pas si tu la connais, Raphaëlla du Greenwashing Comedy Club, qui est, partiellement, consultante chez AXA Climate, partiellement qui fait des stand-up sur, l'écologie, et qui du coup fait vraiment des sketchs hyper drôles sur la contradiction de l'écolo bobo qui part, faire un séjour dans une yourte de jeunes à 1 800 € la semaine et cetera, et vraiment, je trouve que c'est un bon moyen d'aborder la chose, du coup, d'y remettre une bonne couche d'humour. En tout cas, on a co-animé une conférence cette semaine et je me suis bien marrée, voilà. En plus, je trouve que l'humour, c'est vraiment ce qui aide aussi au niveau de l'écologie. Il y en a beaucoup qui ont Ah trouvé ouais, ça ouais. et ça fait du bien, quoi. Ah ouais, ouais, ben, écoute, elle fait du bien Raphaëlla, donc je la recommande. Mmh, ouais. Moi, j'ai un humour un peu cynique, enfin, j'aime bien ce genre d'humour, le côté un peu cynique et en fait, j'ai remarqué que je peux faire cet humour qu'avec des écolos parce qu'en fait, ils vont comprendre mon cynisme alors que quand je le fais avec des gens qui ne le sont pas, en fait, derrière, ça part en conflit et là, je suis là genre: «Oh là là», genre moi, je voulais juste balancer une vanne et en fait, j'ai touché deux trois égos et zut et en fait, je me rends compte qu'il y a même une partie, en fin de compte, de cet humour-là que parfois ça reste touchy avec certaines personnes Ouais, parce que, en fait, on vient les titiller ouais, en fin de compte sans s'en rendre compte à travers l'humour. ouais, et je trouve, tu vois, moi qui est enfin, tu vois, qui est un peu rebalancé mon engagement, tu vois, en tout cas, un juste équilibre pour moi. Mmh. Je trouve aussi que c'est pas parce que quelqu'un est écolo, en tout cas qu'il a pris conscience des enjeux et qu'il a un peu commencé à réaligner sa vie, que c'est forcément ton copain ou que tu t'entends bien avec lui ou que c'est facile de blaguer. Il y a beaucoup d'écolos qui sont chiants, Mmh. quand même. Alors bon, non mais comme partout, hein, mais enfin ni plus ni moins qu'ailleurs, quoi. Tu en as beaucoup qui vont soit te donner des leçons, soit, t'expliquer les choses dans le micro détail du truc scientifique, qui te saoule, soit, qui sont obnubilés par, la compta carbone et voilà, qui comptent des trucs sans remettre un peu de hauteur et de vision là-dedans, enfin Oui, oui, moi je suis totalement d'accord avec toi. Moi, il y en a certains, bah, qui peuvent être connus, genre sur les réseaux et cetera
et en fait, je trouve leur rôle est important, mais moi, je me reconnais pas du tout dans ce qu'ils Ouais, ouais, disent, dans ouais. ce qu'ils font parce que, il y a trop de colère, il y a trop d'intolérance, il y a Ouais, trop ouais. de chichi sur des petits trucs et en fait, si ça parle à certaines personnes, ben, tant mieux parce que je pense qu'on a besoin de tout le monde. Mmh mh. Mais je sais que moi, c'est pas vers eux que je vais me tourner, quand j'ai besoin d'aller mieux, quoi. C'est sûr. Et moi-même, je dirais que j'ai un peu de mal à trouver ma place parmi les écolos. C'est pas évident pour moi, tu vois? Je Ouais. parfois, je parle avec des gens qui me trouvent pas du tout assez extrémistes et engagés, notamment parce que, Mmh, tu vois, je fais pas d'action très je manifeste pas. Je suis allée une fois à une marche du climat mmh dans ma vie, jamais j'ai fait une manif dans ma vie, donc certains très engagés politiquement vont dire aussi que je suis pas assez engagée politiquement, pas assez, radicale, ils vont me voir un peu comme, une dame cathée sympathique, tu vois? Enfin, qui organise des événements familiaux bien foutus au rapport, quoi. Et puis, enfin voilà, certains vont trouver qu'au contraire, je suis trop radicale dans ma vision, d'une société basée sur la coopération. On passe par une phase de décroissance, hein, de nos usages, donc et je suis pas du tout technosolutionniste, donc tu vois, une frange de gens, vont pas se re enfin, je veux pas me reconnaître en eux, non plus en moi. Enfin, en tout cas, je trouve ça pas évident de trouver sa bonne place en tant qu'écolo, ouais. mh. Bah, moi, je trouve qu'il y a des rôles. En fin de compte, je pense qu'on a chacun un rôle à jouer, qui peut être totalement différent. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois et que je l'appréhende et que je me rends compte à travers mes invités. C'est qu'en fait, il y a des personnes, ils sont capables, bah, d'aller militer, ils sont capables de se retrouver en garde à vue parce que, ils ont fait de la désobéissance. Ils sont, ben, capables de, se retrouver, au musée à lancer, de la soupe sur un sur une peinture et après à réciter ce qu'ils avaient envie de réciter ou et en fait, moi, j'en suis absolument pas capable aujourd'hui. En fait, je me mettrais en danger mentalement et en fait, Moi, mais par contre, j'adore, à l'inverse, je pense que ces personnes-là, eh ben, elles auraient du mal à être à ma place, à être dans le côté, très, émotion, prendre soin, plus s'opposer, être plus dans le yin que le yang, en fin de compte et je me dis: «En fait, on va pouvoir répondre». Moi, je vais pouvoir donner des réponses à certaines personnes parce qu'elles ont besoin d'entendre le discours que je vais dire. Par contre, il y en a d'autres, bah, ils vont pas du tout entendre le mien et ils vont préférer entendre celui de la personne qui est militante ou extrême. Et en ouais, fait, c'est c'est sûr. ça qui est un peu dommage parfois, c'est que, bah, on va nous dire: «Bah, vous êtes pas assez», alors qu'en réalité, on va répondre à des gens que toi, en fait, ils entendent pas ton discours. Donc en fin de compte, on est plutôt, complémentaires. Ouais, 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 complètement. De toute façon, dans le monde de l'entreprise aussi, j'ai été habituée un peu à ce qu'on me dise: «Ah Marion, c'est un peu un bisounours et tout ça, machin». Mmh. Donc voilà, je crois que c'est ouais, c'est ma posture et de toute façon, a toujours été, que ce soit en conseil en stratégie ou chez les écolos, tu vois, ça ressort finalement. Ouais et puis en plus, toi, dès le début, tu as parlé d'amour. Bah, moi, ça me Mmh mh. parle direct parce que je trouve que c'est vraiment, quasiment le but dans la vie. C'est vraiment de mettre l'amour partout où tu peux. Même si tu regardes La Reine des Neiges, la clé, c'est l'amour. C'est comme ça que le royaume d'Arendelle dégèle. Mais oui, puis en plus, on le voit dans tous les dessins animés, en fin de compte, à la fin, que c'est l'amour. C'est ça, on peut lire beaucoup de d'essais philosophiques sur la liberté, l'amour et cetera, tu vois? Et puis et puis finalement tu peux aussi aller regarder un peu Disney, ça marche. Mmh. Ça fait du bien, un petit dessin animé de temps en temps, hein. Ça remonte le moral. Et qu'est-ce quelle serait ta plus grande fierté là sur ces dernières années, d'écologie que tu as pu faire un peu dans plein de choses différentes? Ce serait quoi ta plus grande fierté? En fait, je vais avoir du mal à parler pour moi-même parce que, comme tout le monde, tu sais, je prends pas assez de temps pour regarder en arrière et célébrer. Donc pour Mmh. moi-même, j'ai du mal à répondre. En revanche, je suis hyper fière de mon conjoint. Donc tu vois, quand on s'est rencontrés, il était à la BNP. Maintenant, il bosse à 100 avec moi. Il est vraiment, mais tellement fort. C'est un consultant climat qui est vraiment super fort sur tous les sujets climatiques et cetera. Et c'est aussi un super, papa, tu vois, qui partage, ma vision de la vie, qui a pris 2 ans de congé parental. Et donc
clairement, enfin voilà, je l'ai vraiment pleinement autorisé, ce qui est pas le cas dans tous les couples. J'étais à fond, enfin, derrière lui. Mais ouais, je suis super fière de son choix. Et et ce serait quoi ton monde idéal? Parce que vu que tu as une petite fille de 3 ans et donc ça peut être un peu éco-anxieux ce qui se passe en ce moment, ce serait quoi, toi, le monde idéal que tu espères pour elle? Monter un peu au niveau du cerveau, mais dans les scénarios de l'ADEME de transition. Il y en a un que j'adore, qui est vraiment un scénario basé sur les territoires, la relocalisation, dans les territoires, à la fois, des services publics, la production d'énergie et cetera, mais aussi de la vie. Et donc moi, je me suis vachement imaginé ce scénario-là, arriver vraiment avec du coup, je trouve, une, une vie sociale beaucoup plus riche au niveau de son territoire, de la coopération qui se met en place, beaucoup de mouvements associatifs et citoyens qui reprennent possession de la terre sur laquelle ils habitent, des mairies, hein, qui fassent beaucoup plus appel à des participations, les budgets, tu vois, citoyens, de la démocratie participative, quoi. Et donc, je serais vraiment hyper, contente pour elle qu'elle vive, bah, voilà, un environnement de paix, de collaboration, coopération et où tu connais, tu vois, tout ce qui t'entoure. Où on arrête de se déplacer à 10 000 bornes tout le temps, on connaît même pas ce qui est à 1 mètre de nous, tout ça, tu vois? Ça me paraît casse-gueule et donc recentrer les choses sur un territoire plus petit, pour, bah, concentrer, la solidarité aussi entre les gens, tu vois? Imagine, une ville, enfin, tu vois, où tu as plein de copains partout, que tu croises tout le temps, enfin, je me dis: «C'est génial ça». Mmh. Et je trouve que ça ressemble un peu à en tout cas le côté copain partout, genre comme ma grand-mère qui a 93 ans, elle m'explique comment ça se passait quand elle était jeune. J'ai vraiment cette sensation qu'en fait, elle connaissait tout le village et genre toutes les 2 minutes, elle s'arrêtait pour discuter avec quelqu'un et oui, aujourd'hui, je trouve que la personne la meilleure en communication que j'ai autour de moi, c'est ma grand-mère de 93 ans parce qu'en fait, elle a aucun problème à aller parler avec, sa voisine d'à côté, quoi, même si elle la connaît pas. Ouais, complètement. Alors après, tu sais, les gens comme ça, qui ont vécu ça, ils te disent aussi: «Mais tu es aussi enfermé. Si ça se passe pas très bien, alors l'environnement clos peut devenir prison». Donc tu vois, je vois bien hein, les 2 cô de toute façon, tu sais, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc, donc je vois bien le côté, pénible qui peut survenir d'un monde plus petit. Mais je me dis avec tous les outils, qu'on connaît aujourd'hui, de la coopération, que ce soit, bah, de connaissance de soi, de communication non violente et cetera, bah, il y a quand même moyen de surmonter les conflits et d'en faire quelque chose de chouette. J'ai une question qui me vient, c'est toi qui as une petite fille de 3 ans, est-ce que tu lui parles d'écologie? Oui, alors tu sais comme, les enfants, ils peuvent pas trop avoir des choses abstraites, dans la tête. Donc l'écologie des enfants, c'est l'écologie, de monsieur et madame tout le monde, hein, c'est l'écologie des déchets, du tri que tu vois, enfin les déchets que tu vois Mmh. par terre, quoi. Donc elle est comme un adulte peu informé. Elle s'offusque qu'un papier soit par terre et cetera. Mmh. Donc donc en ce sens, je lui explique, aussi que, bah, on faut prendre soin des objets, qu'on peut pas, casser puis racheter tout de suite. Donc j'essaye de la sensibiliser à ça. Après par les climats avec un tout petit, tu vois, Mmh. c'est un peu compliqué non plus, c'est un peu compliqué puis je sais pas ce que son cerveau pourrait vraiment comprendre. En tout cas, j'essaie de la Mmh. sensibiliser à à l'importance des ressources et au fait qu'on gaspille pas. Voilà. Mmh. Ouais, il y a Hugo enfin, je t'en parle parce qu'en fait, j'ai vu un une toute petite, bout d'interview de Hugo Clément où on lui posait la question parce que lui, il a une petite fille de 4 ans et en gros, Ouais. lui, il disait aussi que ça passait par l'émerveillement, en fin de compte. Il lui montre, tout ce qui Ouais, est beau et complètement, pour qu'en fait, derrière, elle ait complètement. envie de prendre Ouais, complètement. Là, c'est vrai, tu vois, c'est vraiment le cerveau humain est fait comme ça parce que je t'ai répondu tout de suite sur les trucs à pas faire et tout, mais en réalité, j'ai un jardin parce que j'ai une maison. Maintenant, j'habite plus dans Paris et donc je suis à fond chaque année pour faire mon potager et tout et je l'associe énormément. Et donc ensemble, on fait les semis, on en prend soin, tu vois? Elle voit que je parle à mes semis, je les encourage pour qu'ils grandissent bien. Et donc elle le fait avec moi. Donc je la vois aller les voir et dire: «Allez les petits, vous allez bien grandir pour donner des belles tomates». Je dis: «Mais c'est super ça!» Et puis ensemble, on les plante et puis et du coup, ça lui donne le goût des légumes parce qu'elle mange directement les petits pois, les enfin là, on n'y est pas encore, bientôt, les petits pois, les tomates et cetera directement dans le potager et ça, c'est vraiment tellement chouette. Je l'emmène aussi, chez le pépiniériste pour qu'elle choisisse quelques tu vois, quelques fleurs, par exemple, qu'elle a envie de mettre. Voilà, enfin
Et ça, c'est vrai que c'est dingue, quoi. Après, on regarde les limaces ensemble. Parfois, on sort le soir pour aller les voir à la lampe torche. Jamais on les tue, mais on les met un petit peu plus loin pour qu'ils arrêtent de manger, tout notre potable. On écoute le chant des oiseaux et je me dis, tu vois, on se balade vachement avec elle, on l'emmène pas mal en randonnée avec notre petit sac à dos là et je me dis ça, le fait de connaître la nature, de commencer à s'émerveiller et de l'aimer, bah, c'est comme ça que tu fais des gens qui vont avoir conscience des choses ensuite. Envie de les protéger, quoi. Mmh. Et et en fin de compte, j'ai la sensation que pendant toute notre échange là, le mot qui revient beaucoup en fin de compte, c'est l'équilibre. C'est trouver vraiment cet équilibre partout, en soi, avec les autres, dans l'écologie, pour se sentir bien et épanoui, même avec son enfant, trouver l'équilibre pour pas, qu'il soit genre éco-anxieux alors qu'il a pas encore l'âge et qu'il soit quand même dans l'émerveillement. Enfin, il y a vraiment toute une histoire d'équilibre, j'ai la sensation, à travers notre échange. Ouais, complètement, une histoire d'équilibre, aussi pour soi-même. Moi, tu vois, je suis peut-être allée un petit peu loin dans le carré, dans le rond, dans Mmh, ma déconnexion avec la façon dont la société fonctionne et je suis en train d'y revenir un peu parce que je me suis rendu compte que c'était trop d'inconfort pour moi. Enfin, je risquais de en fait, ma joie risquait de diminuer. C'est fou, hein? Tu vois, à être moins destructeur de la planète, bah, j'en venais à diminuer un peu ma joie parce que c'était un peu trop dur de me sentir, en dehors. Et donc, je pense que c'est vraiment une question d'équilibre et donc typiquement, bah, pour Noël, j'ai offert à mon conjoint et à ma fille, 2 places pour aller à Disney. Alors moi, je déteste ça, donc j'y suis pas allée, mais eux, ils étaient hyper contents d'y aller et tu vois, clairement, Disney ne correspond en rien à mes valeurs, mes envies. Moi, je ne vois que du carton-pâte et de l'odeur de frites et des salariés mmh, sous-payés qui sont déguisés, en dingos, tu vois? Mais eux, ils aiment ça et je me dis: «Bah, voilà, c'est aussi important dans l'équilibre pour moi que de ne pas être un ovni dans le monde dans lequel j'évolue». Donc ouais, mmh, équilibre. Mais en fait, la chose que j'ai comprise un peu tardivement, c'est que l'alignement, il est très bref. À chaque mmh, fois que tu arrives à un point d'équilibre, d'alignement, il y a des facteurs extérieurs ou intérieurs qui viennent te déséquilibrer. Et donc la vie est une, recherche constante d'équilibre qui se déséquilibre, quoi. mmh, Et moi, je crois que j'ai peut-être cette, je sais pas, cette vanité de toujours penser que je suis arrivée, mais au summum de ma maturité, de ma compréhension du monde et que là, j'ai trouvé le truc parfait, ça va plus bouger. Puis, bah, évidemment, c'est jamais le cas. Mais, le chemin continue. Aujourd'hui, tu me disais que ça allait quand même mieux depuis que tu t'étais reposée et cetera. Qu'est-ce qui te met en joie là, aujourd'hui? Il y a plein de choses qui me mettent en joie. Il y a déjà le fait d'avoir développé des nouveaux formats vraiment sur l'écologie, relationnelle alors que j'étais uniquement passée sur l'écologie environnementale. Là, je reviens sur mes premiers amours et donc là, j'ai animé pas mal de formats dans des entreprises pour vraiment travailler, la coopération, l'intelligence collective, l'émulation. J'adore ça et donc tu vois, j'y retourne, je vais me former bientôt. Ça me met mais complètement en joie. Bien sûr, ce qui me met en joie, c'est aussi d'avoir, ben, réussi à réaménager les choses, notamment d'avoir un peu réduit la partie associative qui me pesait, en fait, parce qu'elle était, trop grosse. Bah, ça me met en joie d'avoir réussi à faire ça, bien sûr. Ça me met, ça me met en joie, de travailler au quotidien avec mon conjoint et là, ça me met en joie d'avoir réussi, bah, avec ce petit temps de réaménagement et de repos, à retrouver le désir de faire des choses. Donc là, je sais que j'ai des rendez-vous qui se programment avec des adhérents sur des ateliers ou autres, sur la partie associative. Bah, je trouve ça super, voilà. En tout cas, ça me met en joie de recréer un modèle équilibré, voilà. Tu vois? De me remettre en création, voilà. Et pour finir, même si on l'a un petit peu spoilé tout le long de l'épisode, mais Ah c'est la su question philosophique, c'est qu'est-ce que l'écologie pour toi? Moi, j'adore revenir à l'étymologie des mots. Je le fais souvent quand j'anime des conférences. Et donc, pour moi, bah, l'étymologie écologie, c'est é éco comme oikos, la maison en grec, et logos comme la connaissance. Et donc, l'écologie, c'est connaître sa maison. Et quand on connaît sa maison, donc la planète Terre ou l'écosystème dans lequel on vit, et ben, on commence à l'aimer parce qu'en fait, on aime que ce qu'on connaît. Donc je crois que c'est ça, c'est avant tout l'intérêt, l'observation de ce qui nous entoure.
Et ça, c'est lors d'un séjour au Schumacher College, donc à Totnes, dans le sud de l'Angleterre, où j'avais passé 3 jours avec un des fondateurs qui s'appelle Satish Kumar, qui est un activiste, philosophe incroyable. C'est lui qui m'a appris ça. Et vraiment, ça a résonné très fort chez moi. Je me suis dit, mais bien sûr, en fait, l'écologie est un préalable à tout, la connaissance, l'observation. Et après vient l'économie, comment on gère la maison. C'est vraiment ça, hein. Mais d'abord, Mmh. l'écologie. On regarde, on vit, enfin, voilà, on analyse, on observe, on interroge, on s'émerveille. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? On a parlé pas mal d'équilibre, mais j'adore le nom de ton podcast et j'adore le fait que tu aies mis en évidence le mot «vie» dedans et je crois que je te l'avais pas dit, mais au Ciboulette, on a donc une mission et cetera, mais on a aussi un critère, une clé de décision et la clé de décision qu'on a, c'est choisir la vie et donc quand ça ne répond pas à ça, on n'y va pas. On le fait pas. Voilà, ça f c'est vraiment un critère de décision auquel j'y reviens très souvent et donc en tout cas, quand tu m'as contactée, quand j'ai écouté ton podcast et cetera, ça a vraiment fait écho parce que pour moi, être dans l'écologie, c'est préserver le vivant et donc c'est choisir la vie dans nos décisions du quotidien, autant qu'on peut. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.